Cette vidéo explore les décès tragiques de jeunes randonneuses en examinant des accidents, des attaques animales, des actes criminels et des circonstances mystérieuses. Ces récits révèlent les dangers auxquels sont confrontés les randonneurs et les détails troublants de leurs décès prématurés. Perçons ensemble ces mystères pour rendre hommage à ces esprits aventureux disparus. À la fin du mois de mars 1988, Inga Maria Hauser, âgée de 18 ans, quitte son domicile à Munich, en Allemagne, pour entreprendre le voyage d'une vie. Malgré son jeune âge, Inga Maria est une jeune femme confiante et autonome. Indépendante, elle nourrit un fort désir de voyager et de découvrir le monde. Inga Maria choisit l'Angleterre comme première destination, le tout début de son périple. Sa mère, son père et sa sœur l'accompagnent jusqu'à la gare. Sans le savoir, ce serait la dernière fois que sa famille verrait Inga vivante. Sa première étape est Londres. Elle tombe amoureuse de la ville et s'empresse de le faire savoir à sa famille. Elle leur envoie une carte postale écrivant qu'elle est fascinée par Londres. Elle appelle même sa mère pour lui raconter avec enthousiasme son voyage jusqu'à présent. Inga Maria passe encore quelques jours à Londres avant de partir pour Oxford le dimanche matin 3 avril. Pendant son séjour à Oxford, elle loge dans une auberge de jeunesse. Dans son journal, elle écrit « Je suis restée à l'auberge de jeunesse, trop mangé, décidée d'aller à Bath ». Ces jours-là, Inga Maria envoie à sa famille une autre carte postale leur disant combien elle aime l'Angleterre. Elle aurait souhaité y rester une année de plus. Elle loue les Anglais, qu'elle trouve gentils et prêts à aider. Inga demande à sa famille de ne pas s'inquiéter pour elle, sentant qu'elle est en sécurité. Inga Maria quitte Bath le 5 avril avant de se rendre à Cambridge, puis à Bristol et enfin à Liverpool. Toujours en mouvement, elle veut voir le plus de choses possibles dans le pays. Aux premières heures du mercredi 6 avril, la jeune femme prend un train de nuit pour Inverness, quittant l'Angleterre pour le nord de l'Écosse. Elle envoie une autre carte postale depuis Inverness, informant sa famille que son voyage se passe bien que son argent commence à s'épuiser. Ce même jour, le 6 avril, Inga Maria se rend à Stranraer. Là, elle embarque sur un ferry à destination de Larne, en Irlande. Il lui restait 3 jours avant de rejoindre une amie au pays de Galles. Alors pourquoi ne pas les passer à explorer davantage? Sa dernière entrée de journal se lit ainsi. « Je me demande où je vais passer la nuit? Besoin de plus d'argent. » Le ferry accoste tard dans la nuit, laissant à Inga Maria peu de temps pour prendre le train en direction de Belfast, comme elle l'avait prévu. Mais Inga Maria n'est jamais montée dans ce train. 2 semaines plus tard, un berger découvre le corps d'Inga Maria gisant face contre terre dans le parc forestier de Ballypatrick, près de Ballycastle, dans le comté d'Antrim, à environ 1 heure de route de Larne. Elle est en plein air, allongée juste à côté d'un chemin de terre. La police est appelée et une enquête débute immédiatement, compte tenu des circonstances violentes de sa mort. Il est évident que la jeune femme a beaucoup souffert avant de mourir. Elle a été frappée au visage et à la tête. Des preuves ADN trouvées sur son corps indiquent qu'elle a subi une tentative d'agression sexuelle. Son cou est brisé, résultat de ce que la police décrira plus tard comme une attaque impitoyable et brutale. Ses affaires sont éparpillées autour de son corps, à l'exception notable de son passeport, qui manque. La police parvient à identifier Inga Maria grâce à sa carte d'identité. Mais pourquoi prendre son passeport et laisser sa carte d'identité à découvert? Et pourquoi laisser le corps en plein air? C'est comme si le meurtrier d'Inga Maria voulait que son crime soit découvert. Mais comment Inga Maria, une jeune femme indépendante et prudente, s'est-elle retrouvée dans la forêt de Ballypatrick? Sa famille est certaine qu'Inga Maria n'aurait jamais accepté de monter dans la voiture d'un inconnu. Mais toutes les preuves indiquent qu'elle a été conduite à Ballypatrick la nuit du 6 avril. Et, comme les détectives le concluront plus tard, elle a dû être conduite par quelqu'un qui connaissait la forêt comme sa poche, car Inga Maria a été retrouvée dans une zone reculée. Un pathologiste clinicien a plus tard conclu que le cou d'Inga Maria avait été brisé sur la scène du crime, mais qu'il est possible que la tentative d'agression sexuelle et les coups aient eu lieu ailleurs. L'affaire est déroutante, et la police n'a aucune piste concrète. Ils ont réussi à établir un profil ADN complet. Mais malgré le plus grand dépistage ADN jamais réalisé au Royaume-Uni, ils n'ont pas trouvé de correspondance. Cela fait maintenant 36 ans qu'Inga Maria Hauser a été brutalement agressée et tuée. Personne n'a été condamné pour ce crime. Son père est décédé en 2006 et sa mère en 2019. Ils ont passé leur vie à pleurer la perte de leur plus jeune fille. La sœur aînée d'Inga Maria ne s'est jamais remise de cette perte immense. Sa famille aspire à la paix, mais pour l'instant, le meurtrier court toujours.
Le dimanche 19 mai 1996, Julie Williams, 24 ans, et sa partenaire Laura Lolly Winans, 26 ans, entrent dans le parc national de Shenandoah, dans l'État de Virginie. Ces deux amoureuses de la nature étaient en pleine randonnée pour célébrer une bonne nouvelle. Julie venait de décrocher un nouveau travail qu'elle devait commencer le 1er juin 1996 à Lake Champlain dans le Vermont. Mais Julie ne put jamais commencer ce travail. C'est en effet à cette date que la police découvrit les corps sans vie de Julie et Lolly. Que leur était-il arrivé? Julie et Lolly arrivent dans le parc national de Shenandoah le 19 mai 1996, accompagnés de leur fidèle chien, un Golden Retriever nommé Taj. Elles commencent leur randonnée sur le sentier de White Oak Canyon, une route difficile qu'elles doivent finalement abandonner quelques jours plus tard à cause de la pluie. Le 24 mai, jour où elles sont aperçues pour la dernière fois, Julie et Lolly font du stop avec un garde forestier et renouvellent leur permis de camping avant de poursuivre leur aventure. Elles gravissent ensuite Hawksbill, la montagne la plus haute de Shenandoah. Ce soir-là, les deux femmes campent près d'un ruisseau non loin du célèbre Appalachian Trail. Elles avaient avec elles un appareil photo qu'elles utilisaient pour immortaliser leur périple. Toutes deux passionnées par la nature, Julie et Lolly connaissent bien les règles du parc et veillent à les respecter. Ainsi, elles installent leur campement à l'écart des sentiers balisés, des chemins carrossables et des zones aménagées. Elles ne sont cependant pas trop éloignées de la civilisation. Leur campement se trouvait à seulement 1 kilomètre du Skyland Lodge, un lieu de rassemblement très prisé. De plus, c'était le week-end après le Memorial Day, ce qui signifiait que le lodge devait être bondé de touristes. Cela n'est pas surprenant qu'elles respectaient les règles. À 26 ans, Lolly Winans étudiait pour devenir guide en milieu sauvage. Elle aimait profondément la nature et pensait que les gens pouvaient se retrouver en pleine nature comme elle l'avait fait. Julie Williams, quant à elle, âgée de 24 ans, se préparait à devenir géologue. Le couple s'était rencontré 2 ans auparavant au sein d'une organisation à but non lucratif proposant des aventures en plein air et des programmes éducatifs pour les femmes. Le 31 mai, une semaine après la dernière fois où le couple avait été vu, le père de Julie, Thomas Williams, signale la disparition de sa fille. Les gardes forestiers sont alertés et lancent une recherche pour retrouver les deux femmes. La première chose qu'ils trouvent est la voiture de Julie et Lolly. Les gardes forestiers se mettent alors à fouiller en hâte tous les sentiers adjacents, mais ils ne trouvent que Taj, le Golden Retriever du couple, errant dans le parc sans laisse. Il devenait alors de plus en plus évident qu'un événement tragique avait frappé Julie et Lolly. Les deux femmes ne furent retrouvées que le soir suivant, le 1er juin, jour où Julie devait commencer son nouveau travail. Les gardes forestiers trouvèrent leur corps sans vie toujours sur leur campement, près du Bridle Trail, un des sentiers les moins fréquentés du parc. Julie Williams et Lolly Winans avaient été ligotées, bâillonnées, puis brutalement assassinées. L'enquête sur leur meurtre fut menée par des agents spéciaux du National Park Service, en collaboration avec le FBI. Les enquêteurs se servirent de l'appareil photo du couple pour retracer leurs derniers jours dans le parc jusqu'au 24 mai. La scène de crime fut traitée par le FBI avec l'aide de l'unité des scènes de crime de la police de l'État de Virginie. Ils conclurent que Julie et Lolly avaient également été agressées sexuellement. Le National Park Service et le FBI lancèrent une recherche à l'échelle nationale pour retrouver le tueur en suivant environ 15 000 pistes, mais aucune d'entre elles n'aboutit. 1 an plus tard, lorsqu'une touriste canadienne fut menacée par un homme dans le parc, les enquêteurs crurent avoir retrouvé le meurtrier de Julie et Lolly, d'autant plus qu'ils trouvèrent des attaches pour mains et jambes cachées dans la voiture de l'homme. Darrell David Rice, qui avait des antécédents de comportement violent envers les femmes, devint un suspect potentiel. Selon les documents de l'accusation, il m'était devenu un suspect pour plusieurs raisons, notamment les parallèles évidents de localisation géographique, le comportement prédateur observé et le fait qu'il ciblait exclusivement des victimes féminines. Des enregistrements vidéo le montrent entrant dans le parc le 25 mai 1996. Rice avait également déclaré qu'il croyait que Julie et Lolly méritaient de mourir en raison de leur orientation sexuelle. Tout semblait indiquer que Rice était leur meurtrier. Mais l'accusation s'effondra en 2003 lorsque des analyses ADN effectuées sur un cheveu retrouvé sur la scène du crime révélèrent qu'il n'appartenait ni à Rice ni aux victimes. 3 décennies après, en 2024, des technologies avancées d'analyse ADN permirent de conclure que Walter Leo Jackson était l'auteur du meurtre de Julie Williams et Lolly Winans. Jackson, un violeur en série condamné, était décédé en prison 6 ans plus tôt, en 2018. Le 29 août 2018, Diana Bobber était une randonneuse passionnée de 55 ans, originaire de Gresham dans l'Oregon.
Ce mercredi-là, la petite femme décida de partir seule pour une randonnée sur le Hunchback Trail, l'un des sentiers les plus populaires de la forêt nationale du mont Hood, en Oregon. La plupart des membres de la famille de Diana vivaient hors de l'État, mais ils restaient en contact avec elle. Malgré sa petite taille, Diana était indépendante et effectuait seule des randonnées plusieurs fois par semaine. Ce n'était pas vraiment une survivaliste et elle ne transportait pas de tente dans son sac à dos, mais elle débordait de vie et d'idées, une véritable amoureuse de la nature. Comment aurait-elle pu savoir que cette randonnée serait sa dernière ? Munie de son sac à dos et de son énergie, Diana entama sa randonnée. Elle gara sa voiture au pied du mont Hood et commença sa marche pour la journée. Mais elle ne revint jamais. Le lendemain, le 30 août, 2 randonneurs trouvèrent le sac à dos de Diana Bobert. Il avait été abandonné et il n'y avait aucune trace de sa propriétaire, petite et rousse. Les 2 randonneurs signalèrent leur découverte. Quelques jours plus tard, la famille de Diana, vivant hors de l'État, signala sa disparition. La dernière fois qu'ils avaient eu de ces nouvelles remontait au 29 août. Ils craignaient que Diana soit en danger, voire pire. Les membres de sa famille décidèrent de prendre l'avion pour l'Oregon depuis la Virginie et le Texas pour se retrouver ensemble. La voiture de la femme fut retrouvée à la station des gardes forestiers de Zigzag. Les équipes de secours retrouvèrent Diana Bobert le lundi 10 septembre 2018. Elle était décédée. Son corps fut découvert au fond d'un ravin, à environ 300 pieds, en contrebas du Hunchback Trail, à environ 1 kilomètre de l'endroit où elle avait garé sa voiture le 29 août. Mais comment est-elle morte ? L'autopsie révéla des découvertes choquantes. Diana Bobert avait le cou brisé, mais elle avait également plus d'une douzaine de blessures par perforation à la nuque. Ses mains étaient aussi blessées. Ces blessures correspondaient à une attaque animale et plus précisément à une attaque de cougar. Selon la sœur de Diana, celle-ci avait tenté de repousser l'animal avec un objet pointu, un bâton et du spray répulsif. Les forêts de l'Oregon abritent plus de 6000 cougars, mais ces animaux attaquent très rarement les humains. Alors pourquoi l'animal a-t-il ciblé Diana Bobert ? Pour répondre à cette question, les autorités devaient d'abord capturer l'animal. 4 jours après la découverte du corps, le 14 septembre, une caméra de surveillance captura des images d'un grand cougar. Des chiens pisteurs furent utilisés pour retrouver le gros félin qui fut abattu ce même après-midi près du Hunchback Trail. Le corps du cougar fut envoyé dans le sud de l'Oregon pour être analysé, mais le laboratoire ne put extraire d'ADN à partir des preuves fournies. Cela était dû aux conditions pluvieuses et au temps important écoulé entre la découverte du corps de Diana et la date probable de l'attaque. De plus, les autorités ne purent déterminer pourquoi l'attaque avait eu lieu, étant donné que le cougar n'était ni émacié, ni enragé, ni malade. L'animal n'avait pas eu de petit depuis des années, il n'a donc pas tué Diana Bobert par instinct maternel. Cependant, selon le rapport de la police d'État, toutes les preuves disponibles indiquent que ce cougar en particulier est responsable de la mort de Diana Bobert. C'était aux premières heures du 5 mars 2019. Catherine Shaw, âgée de 23 ans, était professeure de yoga dans le paisible village de Longhandborough, près de Whitney, dans l'Oxfordshire. Elle s'était lancée dans un voyage en Amérique centrale sans savoir que ce voyage changerait à jamais sa vie, ainsi que celle de ceux qui la connaissaient. Catherine séjournait avec une amie à l'Eco Hotel dans la région de San Pedro, au lac Atitlan. Cette nuit-là fut agitée pour la jeune femme de 23 ans. Elle fut aperçue quittant l'auberge vers 1h37 du matin avant de revenir à 3h19 puis de repartir à 5h32, accompagnée seulement d'un chiot errant qu'elle avait trouvé dans les environs. Catherine avait un objectif clair ce matin-là. Elle adorait les levers de soleil et voulait admirer celui-ci depuis l'endroit parfait. Elle ignorait cependant que cette randonnée serait sa dernière. Lorsqu'elle ne revint pas à son hôtel, son amie signala sa disparition, inquiète pour sa sécurité. Catherine avait laissé derrière elle son passeport, son argent et son téléphone portable. Il n'y avait aucun moyen de la joindre. La nouvelle de sa disparition se propagea rapidement, déclenchant une vaste opération de recherche. Des hélicoptères survolaient la zone, tandis que des chiens renifleurs parcouraient le terrain accidenté. Les autorités utilisèrent également des drones et une équipe de plongeurs. Les amis de Catherine lancèrent une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à sa disparition. Ses parents, Tarquin et Anne Shaw, diffusèrent un appel vidéo cherchant désespérément des informations sur leur fille. Pendant plusieurs jours, les recherches se poursuivirent, mêlant espoir et inquiétude. La situation devint encore plus étrange avec 2 découvertes distinctes. La veste de Catherine fut retrouvée sur un sentier de montagne, non loin de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois, et le chiot avec lequel elle avait été vue, fut retrouvé tremblant et pleurant sur un sentier de randonnée près de la montagne El Naudis.
Le lundi, 11 mars, tout espoir de retrouver Catherine vivante fut anéanti. La police découvrit le corps de Catherine à environ 100 mètres du sentier Indian Nose, dans une zone boisée et inhabitée. Catherine fut retrouvée nue et dans un état de décomposition, ce qui alimenta de nombreuses spéculations en ligne sur un éventuel acte criminel. Les rumeurs furent encore renforcées par une autopsie qui conclut que Catherine était morte de multiples blessures, notamment une hémorragie sévère causée par un traumatisme crânien. Cependant, une enquête sur la mort de Catherine apporta des éclaircissements sur les circonstances de son décès, mettant ainsi fin à toutes les spéculations. Selon le coroner Salter, Catherine était probablement décédée depuis 4 à 6 jours avant que son corps ne soit retrouvé. De plus, il fut révélé que Catherine était une personne très spirituelle et, comme l'expliqua son père, tout à fait capable de retirer ses propres vêtements, embrassant son environnement naturel avec une absence rafraîchissante de pudeur. Selon sa famille, Catherine jeûnait dans les jours précédant sa disparition. Cela indiquait qu'elle avait peut-être perdu connaissance ou était tombée en raison de son manque de nourriture et de liquide, ce qui aurait causé les blessures à son corps. Catherine avait prévu d'explorer les paysages volcaniques de l'Amérique centrale avant de se rendre à un festival en Colombie, un témoignage de son esprit aventureux et de son amour pour la vie. C'était un après-midi glacé lorsque Lifei-Ada Wang se lança dans sa randonnée en solitaire dans le terrain accidenté des montagnes de San Gabriel le 4 février 2024. Mais le mont Baldi, connu pour ses paysages à couper le souffle et ses sentiers dangereux, allait bientôt être frappé par une tempête historique. Une tempête de type rivière atmosphérique se préparait, prête à déchaîner sa fureur sur le sud de la Californie. Lifei avait 22 ans et était étudiante à l'Université de Californie à Irvine. Elle était aussi une passionnée de randonnée qui préférait souvent voyager seule. Ce dimanche-là, elle avait envoyé un message à ses amis pour les informer de ses plans de randonnée en solo. Aux alentours de 13h59, elle envoya une vidéo à son petit ami alors qu'elle approchait du parking du sentier. Au cours des 2 heures suivantes, la jeune femme publia plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrant les collines enneigées qui l'entouraient et la descente abrupte vers la vallée. Le temps était loin d'être clément. Vers 16h ce jour-là, les communications s'arrêtèrent. Au moment où les amis et la famille de Huang réalisèrent qu'elle manquait à l'appel, il était presque minuit. La panique s'installa alors qu'ils composèrent le 911, désespérés de trouver de l'aide. Le département du shérif du comté de San Bernardino réagit rapidement, rassemblant l'équipe de recherche et de sauvetage de West Valley. Ces professionnels aguerris connaissaient bien les montagnes, mais même eux furent intimidés par la tempête imminente. À 2h30 du matin, l'équipe de secours atteignit le mont Baldi. La montagne était recouverte de neige épaisse. Ils ne trouvèrent aucune trace de Huang. Alors que l'aube se levait le 5 février, la tempête déchaîna toute sa puissance. Le Service national de météorologie émit des avertissements de crues, de tempêtes hivernales et de vents violents pour environ 40 millions de personnes. L'opération de sauvetage se transforma en une lutte contre la nature elle-même. Les fortes chutes de neige et les risques d'avalanche entravèrent chacun de leurs mouvements. Les équipes de recherche furent finalement contraintes de se retirer pour leur propre sécurité. À ce moment-là, la montagne était quasiment ensevelie sous la neige. Le 6e jour, une percée inattendue eut lieu grâce à un civil dont le drone avait repéré ce qui semblait être un corps humain. Mais les conditions restaient périlleuses et les sauveteurs ne purent immédiatement atteindre l'emplacement du corps. Les équipes de recherche campèrent sur la montagne, affrontant la nuit glaciale. Les secouristes retrouvèrent Lifei Wang sans vie dans la zone supérieure des chutes de San Antonio Creek à 7h45 du matin, un dimanche, une semaine après sa disparition. Son corps fut héliporté hors de la montagne. La cause de la mort de Lifei Wang reste non divulguée et certains spéculent sur la possibilité qu'elle ait sciemment choisi de rester sur la montagne malgré la tempête.